Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 23 novembre. Hier soir se tenait la première réunion publique au sujet de l'A31 bis à Wemrange. Dans une ambiance sereine, les citoyens ont pu s'exprimer et certains étaient bien décidés à faire entendre leur opposition sur ce projet autoroutier. La fin de saison du centre Pompidou-Metz approche, mais pour 2023, le musée d'art moderne compte bien reconquérir son public, voire en attirer d'autres. 4 temps forts sont à retenir, on fait le point dans cette édition. Les Bleus ont affronté l'Australie hier soir pour leur premier match de la Coupe du Monde au Qatar. Une victoire suivie par plus de 12 millions de téléspectateurs. Le bar éphémère du stade Saint-Symphorien a accueilli de nombreux supporters pour vivre la rencontre en direct. Retour sur cette soirée dans quelques minutes. Et puis demain, le temps sera sec toute la journée avec une matinée plutôt grise avec des températures entre 5 et 7 degrés. Amélioration l'après-midi avec de belles éclaircies. Une température en légère hausse qui atteindra 11 degrés au maximum. Ils sont les gilets orange du secteur. Les bénévoles de la Banque alimentaire de Moselle continuent leur mission auprès de 12 000 bénéficiaires chaque mois. Et si vous voulez participer, 3 dates sont à retenir, les 25-26 novembre pour la grande collecte de denrées, ainsi que le 2 décembre pour un concert caritatif. Étienne Stock, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Banque alimentaire de la Moselle et vous allez nous détailler tous ces rendez-vous dans un instant, le temps de dévoiler l'actualité du jour. Et on démarre cette édition avec un sujet qui soulève attentes et oppositions depuis des décennies. Pour tenter de trouver un consensus sur le tracé de l'A31 bis, le préfet de la Moselle organise une grande consultation publique jusqu'au 3 février. La réunion d'ouverture s'est tenue dans une ambiance sereine. Mardi soir à Wemrange, Fanny Bragard faisait partie du public, venu en nombre pour faire entendre leur opposition par rapport à ce projet autoroutier. À défaut de macadam, les 4 variantes de tracé du contournement de Thionville font couler beaucoup d'encre. Pour parvenir à un consensus sur le trajet qu'empruntera l'A31 bis, l'État lance une nouvelle séquence de concertation en Moselle-Nord. Il faut trouver l'équilibre et c'est notre rôle au sein de l'Adréal, sous l'autorité du préfet, d'essayer de trouver le meilleur équilibre pour répondre aux besoins de mobilité tout en respectant les enjeux en matière de protection de l'environnement ou de protection du climat. Invités à s'exprimer, automobilistes, riverains, frontaliers et associations profitent de leurs 3 minutes de tribune afin d'objectiver leurs inquiétudes quant aux différents tracés, voire même au projet. Pourquoi jeter de pauvres âmes hors de chez eux en rasant leur maison? Ça porte confusion auprès des gens, parce que le tunnel, il ne sera pas profond sur toute la longueur, il sera que sur une partie. 36% de GES par le transport routier d'ici 2030. Si tout le monde s'accorde à dire que l'A31 est saturé, les opposants dénoncent un contresens écologique. On a affaire à un projet venu du XXe siècle, le siècle du tout voiture, et il arrive au XXIe siècle comme s'il n'y avait aucun problème du climat. Peu importe quel tracé, il y aura des impacts humains et environnementaux qui sont vraiment trop désastreux. Et vraiment, je pense qu'il y a des autres possibilités, des autres solutions à creuser avant. De son côté, le préfet rappelle que le projet d'A31 bis s'inscrit dans une politique de mobilité multimodale, mais selon lui, développer le ferroviaire et les modes de transport alternatifs ne suffira pas à décongestionner l'infrastructure existante. S'il y avait un tracé idéal, je pense qu'on l'aurait choisi depuis longtemps. Chaque tracé a ses avantages et ses inconvénients et on va essayer de rechercher celui qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Mais chacun ne voit pas les choses de la même façon. Donc c'est toute une analyse pour essayer de dégager l'intérêt général et de faciliter la vie future de ceux qui habitent et de ceux qui travaillent ici. Pour éclairer l'État dans son choix, la concertation se poursuit jusqu'au 2 février. Le calendrier des réunions est disponible sur le site www.a31bis.fr.
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer à ces dates, sachez que vous pouvez déposer vos contributions en ligne à cette même adresse www.a31bis.fr. Et la mobilité ferroviaire fait aussi réagir, cette fois-ci un peu plus en Moselle-Est. La SNCF travaille avec une dizaine d'entreprises pour développer 2 transports innovants. D'un côté, des trains Drési, ils seraient électriques, autonomes et pourraient desservir des lignes jusqu'à 100 km. Mais surtout des navettes électriques flexi, des petits modules hybrides qui peuvent circuler sur la route et sur les rails avec une desserte au plus proche des habitations. De quoi espérer une réouverture de la ligne Sarreguemines Beach et Niederbrunn et faciliter le transport des Mosellans. C'est un projet sur du court terme puisque ces modules ferroviaires pourraient voir le jour d'ici fin 2024, autant dire presque demain, à condition que la région Grand Est soit prête à financer ainsi que le département de la Moselle. On passe à un tout autre sujet, violence conjugale, intrafamiliale, cybercriminalité ou encore nuisance au sein des collectivités. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est réuni aujourd'hui. L'occasion d'évoquer les mesures à prendre pour limiter la délinquance, comprendre comment être plus efficace en affectant des moyens et surtout travailler conjointement. Parmi les dispositifs mis en avant, la vidéoprotection. On en est à peu près à 600 sur la métropole, globalement un tiers à Voipy, un gros tiers maintenant à Metz. Notre objectif est d'arriver à un maillage d'1 millier de caméras sur Metz, c'est ce qui est nécessaire. Certains les contestent, mais je ne peux pas faire une réunion de quartier sans qu'on m'en demande de nouvelles. Il faut qu'on couvre le centre-ville parce que c'est une demande à la fois des habitants mais aussi des clients, des touristes pour être pleinement en sécurité. On nous en demande dans tous les quartiers dits sensibles, on nous en demande dans les quartiers plus tranquilles qui ne sont jamais exempts de cambriolage, de vandalisme. Et avec ces phénomènes d'apparition de groupes organisés ou de bandes, je veux dire, même si elles sont occasionnelles, temporaires, amènera effectivement à accélérer la mise en place de la vidéoprotection dans le périmètre de certains collèges. Depuis mars 2022, à la clinique Claude Bernard, un nouveau service de réhabilitation cardiovasculaire a vu le jour. Ici, les patients suivent un parcours de soins axé sur le suivi médical et la participation à des ateliers d'éducation thérapeutique. Objectif, améliorer la qualité de vie et favoriser l'autonomie du patient. C'est un reportage de Lucie Philippot. Ici, c'est la salle de consultation cardiologique. Cette salle de consultation cardiologique sert à accueillir le patient initialement et faire surtout une évaluation cardiologique et fonctionnelle. Cette évaluation permet de cerner les pathologies du patient et de voir avec lui ce qui est le mieux adapté pour commencer le parcours de soins. Et ça commence dans cette salle de sport où chaque fréquence cardiaque est contrôlée. On a des vélos qui sont connectés à une station de télémétrie. On peut surveiller la fréquence cardiaque des patients et on peut guider leur entraînement. Le service est aussi doté d'une salle de gym. Accompagné d'un kinésithérapeute, le patient peut travailler sa respiration. Ils ont généralement la notion de comment respirer et comment optimiser sa respiration. Donc on va reprendre ça avec eux, on va corriger s'il y a besoin. Ce parcours de soins se décompose en une vingtaine de séances réparties sur 3 semaines. Créé en mars dernier, il a accueilli plus d'une centaine de patients. En France, 15 à 25% des patients cardiaques bénéficieraient d'un programme de réadaptation cardiovasculaire. Le risque de décès et d'hospitalisation serait réduit. L'objectif de ce service, sensibiliser le patient sur ces pathologies pour lui permettre d'améliorer sa qualité de vie. On apprend avec la rééducation cardiaque les gens à vivre avec leur maladie, à comprendre leur maladie et à mener une vie normale, si vous voulez, en intégrant un petit peu l'effort physique, le sport, qui n'est pas du tout contre-indiqué chez les cardiaques, comme on pensait il y a beaucoup de temps en arrière. On apprend les gens à vivre chaque jour. Il faut compter 2 à 3 mois pour pouvoir bénéficier d'une rééducation cardiovasculaire. Alors avec ce nouveau service, la clinique Claude Bernard espère réduire ce délai. Vous êtes sensible à l'environnement, l'écologie et la nature, eh bien cette chronique est faite pour vous.
Écologie, évolution, nouvelles perspectives et défis sociaux, c'est le thème d'une conférence internationale qui se tient depuis lundi et jusqu'au 25 novembre au centre des congrès de Robert Schuman à Metz. Près de 1000 scientifiques de 25 pays différents ont échangé sur leurs travaux et étudié les nouvelles problématiques. La coprésidente du groupe de travail numéro 1 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, autrement dit le GIEC, est intervenue au sujet du changement climatique. On l'écoute au micro d'Emma Faketti. Ce qu'il faut souligner, c'est que la COP27, les défis qui sont devant, c'est à chaque fois agir à la fois sur les causes du changement climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et sur les conséquences, notamment pour ceux qui sont les plus vulnérables. Sur ce point-là, il y a eu des avancées, notamment sur le démarrage en fait, d'un mécanisme pour accompagner les pays qui font face à des pertes et dommages dus à un climat qui se réchauffe. Sur les causes, la seule avancée pour moi notable, c'est un fonds qui a été mis en place par les pays du G20 pour accompagner l'Indonésie pour sortir du charbon, qui est intéressant, mais on voit bien que l'effort en fait n'a pas changé d'échelle comme il devrait. Les universités, elles ont vraiment un rôle à apporter pour les étudiants des clés pour comprendre, mais aussi des clés pour agir dans leur parcours professionnel. Et on voit que c'est le cas partout, notamment à l'Université de Lorraine, avec une attente forte des étudiants. J'étais là aussi, par exemple, avec l'association d'étudiants biologistes qui montent des projets naturalistes, d'observation des milieux. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, notamment quand on se sent submergé par rapport aux enjeux climat, biodiversité, de se rapprocher de la nature, voilà, de contribuer à des actions parfois locales. C'est aussi quelque chose qui peut permettre de transformer le sentiment parfois d'impuissance en quelque chose qui soit constructif. Alors pour moi, il y a la première chose qui est faire en sorte que l'état des connaissances scientifiques il soit vraiment utilisé en appui à la prise de décision. Et on voit que ce n'est pas encore le cas. Donc trouver des mécanismes pour créer des ponts, créer des liens. On observe aussi des scientifiques, des activistes qui essayent de choquer. Par exemple, des jets de soupe sur des tableaux protégés par du verre. Ça nous pose la question de qu'est-ce qui est choquant dans notre société. C'est plus choquant de jeter de la soupe sur un verre qui protège un tableau que de détruire des écosystèmes. Et donc arriver au-delà de ce qui est parfois perçu comme choquant ou clivant, à s'interroger sur ce qui nous choque et ce qu'on a envie de transformer, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ceux qui nous interpellent sur le retard que l'on a à agir à échelle de ces enjeux. La nouvelle saison du Centre Pompidou-Metz s'ouvrira au mois de février 2023 et le musée d'art moderne compte bien reconquérir son public, voire en attirer de nouveaux grâce à des expositions qui mettent en avant une scène jeune et tournée vers le numérique. Anne-Sophie Gross nous résume le programme. Une nouvelle saison s'apprête à démarrer au Centre Pompidou-Metz et cette année encore, la programmation promet de très belles surprises. L'art et son histoire y seront célébrés à travers une multitude d'œuvres et d'artistes. L'exposition La Répétition s'intéressera par exemple au processus de création artistique. Si on regarde un tableau de Matisse, on voit qu'il a des gestes picturaux qui se répètent de tableau à tableau. L'exposition ouvrira avec une œuvre très célèbre de Marie Laurencin, où tu vois donc 5 fois répéter une figure féminine, tu te rends compte que c'est la même, mais c'est un clin d'œil, sa référence c'est à Mademoiselle d'Avignon de Picasso. Donc l'exposition est 20e et 21e siècle et analyse donc tous les cas des répétitions chez des artistes qu'Éric Deschessé aime particulièrement. Autre temps fort, ce sera la présence du célèbre tableau L'origine du monde de Gustave Courbet. Il sera présenté lors de l'exposition consacrée à Jacques Lacan, célèbre psychanalyste. Et puis le Centre Pompidou-Metz continuera à repenser le futur et à changer de perspective au travers de l'exposition World Building, jeux vidéo et art à l'ère digitale. L'occasion de mettre en avant une scène plus jeune à travers un médium qui est devenu de plus en plus influent au fil des décennies. C'est vraiment un élément créatif et de plus en plus les artistes l'ont intégré dans leur discours. Évidemment, on pourra utiliser les vidéojeux. Donc ce ne sera pas une exposition sans interaction. Donc l'exposition aura beaucoup d'œuvres, des générations différentes, même des artistes très anciens, jusqu'à des tendances plus contemporaines, des artistes de l'Asie, aussi des États africains, américains, européens. Il y a une scène aussi française qu'on va développer.
Et puis last but not least, Chiara Parisi elle-même sera commissaire de l'exposition consacrée à Suzanne Valadon, une artiste qui apporte un éclairage moderne et transgressif sur une époque en pleine transformation, à la lisière du 19e et du 20e siècle. Bref, vous aurez encore de très belles choses à voir au Centre Pompidou-Metz en 2023. On vous l'avait présenté il y a quelque temps, Lissandro, jeune Mosellan de 13 ans, représentera la France en Arménie pour la 20e édition de l'Eurovision Junior. Pour officialiser sa participation le 11 décembre prochain, une conférence de presse était organisée à Paris aujourd'hui. Il répond d'ailleurs au micro de Valentin Piovesin. Je suis à fond, j'ai plus qu'à prendre l'avion et partir en Arménie, et dès que je suis en Arménie, c'est bon quoi en fait. Je suis totalement prête, j'ai hâte. Ce titre, ça représente l'histoire d'un garçon qui a un rêve, et ce rêve c'est de chanter, de chanter, de s'amuser en chantant, et donc ce rêve est possible, c'est ça le message, c'est que tout rêve est possible et ça marche avec tout. Croyez en vos rêves parce que rien n'est impossible si on y croit. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez, vous verrez c'est tout bête. 1, 2, 3, just clap your hands. Je veux vous entendre faire monter la fièvre. Il faut le regard, le jeu de jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Et chaque mercredi, Alicia Hublot vous invite à ouvrir la boîte à Malice. Et cette semaine, elle a poussé les portes de la galerie Octave Cobel pour y découvrir l'exposition Les Étendus. Au programme également, une rencontre avec une partie de l'équipe du festival Le Réel en Vue qui se déroule en ce moment à Thionville, un festival entièrement dédié aux films documentaires. Un des enjeux du festival, c'est de permettre ces rencontres-là parce que les films documentaires sont pas ou peu diffusés dans des horaires classiques grand public, effectivement. Au niveau du grand public, voilà. Et donc là, c'est vraiment l'occasion. Et puis d'autre part, nous cette année, on s'est vraiment tourné vers le documentaire de création, donc qui sont dans des formats atypiques, qui sont dans des écritures un peu surprenantes. Une des richesses du film documentaire, c'est qu'il y a vraiment une variété d'écritures qui est drôlement intéressante à explorer, quoi. Une dernière information, donc ça termine aussi par un film de Marc Kahn, donc le dimanche soir, qui est un retour aussi sur tout ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Donc là aussi, le documentaire apporte sa petite touche pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit actuellement. Je regardais, j'écoutais les revendications, je me disais, mais mince, les revendications quand même, je suis d'accord avec la plupart. Ils détruisent les peuples, ils détruisent la planète, ils détruisent les cultures, et ça c'est inacceptable, c'est pour ça aussi qu'on est là. Résistants! Je mangeais, je buvais, je dormais. Gilets jaunes, c'était vraiment un mouvement dans lequel on ne pouvait pas y aller un petit peu, que de temps en temps. Un entretien à découvrir en intégralité dès 19h ou sur notre site www.moselle.tv. Vous ne l'avez sûrement pas loupé hier, les Bleus ont disputé leur premier match de Coupe du Monde hier au Qatar avec une victoire 4-1 face à l'Australie. La rencontre a été très suivie par plus de 12 millions de téléspectateurs sur TF1. Certains supporters ont préféré se mettre dans l'ambiance en regardant le match depuis le stade Saint-Symphorien où un bar éphémère a été installé pour l'occasion. Retour sur cette soirée animée. Une première victoire des Bleus largement célébrée. La France, championne du monde en titre, n'a pas manqué son entrée en matière face à l'Australie. 4-1 avec un doublé d'Olivier Giroud, désormais co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Malgré quelques absents sur le terrain, les supporters étaient plutôt confiants avant le coup d'envoi. Ça reste malgré tout une équipe avec beaucoup de qualité, des grands joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Allez, je dirais, la France va écraser l'Australie 1-0. Je pense que ce soir, ça va être un peu serré. Ça va être compliqué ce match, je pense 1-0. À la troisième mi-temps, le bar installé au Saint-Symphorien à l'occasion de la Coupe du Monde, personne ne s'attendait à ce 4-1 de la France face à l'Australie. Mais quelques buteurs étaient attendus au tournant par les supporters. Un but de Mbappé et Giroud. Un but de Kylian Mbappé et Hugo Lloris, il va tout arrêter. Dans une ambiance festive, les supporters sont passés par toutes les émotions. Et en fin de première mi-temps, avec un match mené 2-1 par les Bleus, les fans de foot étaient plutôt optimistes. L'équipe de France, c'est un peu un diesel. Ouais, c'est ça. Elle met du temps à carburer, mais une fois qu'elle est mise en place, elle ne s'arrête plus. On était parti plutôt pour un 3-1. Il y a quelques actions qui ont été un petit peu gâchées. C'est dommage. Mais on va faire mieux en seconde période. Seconde période, on vise les 4-1 là. Non, plutôt un score type Angleterre. Un petit 6-1. 6-1, allez. C'est pas mal.
Les Bleus n'ont pas été chercher les 6 buts, mais ont tout de même offert une belle prestation aux amoureux du football, à s'en jeter par terre pour certains. Une première victoire attendue permettant aux supporters des Bleus d'être confiants pour la suite. On a gagné le premier match en 2018 contre l'Australie, on a été au bout, bon, pourquoi pas en 2022 là même. On avait un peu peur au début, puis franchement c'est passé tout seul après. La France va aller en finale, hein, c'est sûr, elle va gagner, elle va tout gagner. Donc cette victoire qui met forcément la bonne confiance, ça permet de faire le plein de bonheur, de courage et de confiance en soi-même avant d'affronter la plus grosse équipe des 3. Ce prochain match contre le Danemark sera à nouveau diffusé au Saint-Symphorien à la 3e mi-temps. Dans ce bar éphémère fraîchement installé, l'objectif est de proposer aux clients de vivre les matchs comme au stade. C'est un projet tout nouveau, c'est une expérience un peu inédite. On voulait vraiment proposer une expérience insolite au grand public messin. Il y a eu une ambiance extraordinaire. Donc pour le coup, ça a été une super première soirée de lancement. Dans la tribune sud, tous les matchs de la France seront diffusés jusqu'au 8e, puis tous les matchs à partir des quarts de finale, en espérant que les Bleus soient encore de la partie. Allez, on parle solidarité maintenant avec le président de la Banque alimentaire de Moselle. Étienne Stock, bonsoir. Bonsoir. On le sait, les Mosellans sont solidaires, mais ils vont pouvoir apporter encore plus de soutien les 25 et 26 novembre prochains pour la grande collecte nationale. Que peut-on donner aux bénévoles qu'on va croiser dans les magasins ? Oui, il est vrai que la Banque alimentaire veut aussi jouer un match contre la précarité alimentaire et on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça qu'on fait appel à la solidarité auprès des Mosellans. Alors on les invite à, quand ils font leurs courses en grande surface ou dans les magasins alimentaires, de laisser quelques denrées dans les caddies qui sont après les caisses, essentiellement des conserves, des produits secs, quelque chose qui se transporte facilement, puisqu'ensuite tout est regroupé dans notre entrepôt, pour être distribué vers les associations caritatives. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous collectons, c'est pour les personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être aidées pour pouvoir s'alimenter. L'an passé, 120 tonnes de denrées et de produits d'hygiène ont été récoltés dans tout le département. Cette année, vous visez 130 tonnes. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça sera un exploit, mais de l'autre côté, c'est un peu triste d'avoir besoin de 10 tonnes de plus. Oui, c'est un challenge qu'on s'est fixé nous-mêmes pour essayer d'aller encore plus loin que ce qu'on avait réussi à faire l'an dernier. Mais c'est vrai aussi que les besoins sont plus importants que l'an passé. On le voit bien à travers ce qu'on observe autour de soi, ce qu'on lit dans la presse, ce qu'on entend à la radio ou à la télévision. La solidarité est nécessaire encore plus avec le temps parce que des personnes connaissent encore plus de difficultés et sont plus nombreuses, notamment les jeunes, les étudiants, ceux qui démarrent dans la vie active, des artisans qui ont créé leur petite entreprise et qui connaissent des difficultés parce qu'ils n'ont pas pu être aidés pendant le confinement. Donc on a maintenant une population plus élargie, plus importante qui a besoin d'être soutenue. Alors une fois récolté, la récolte de toutes ces denrées et produits d'hygiène, vous en faites quoi ? Vous les triez ? Alors c'est trié par famille de produits. C'est reconditionné pour être distribué à nos partenaires qui sont essentiellement des associations caritatives ou des épiceries sociales en fonction de leurs besoins qui dépendent du nombre de leurs bénéficiaires vers lesquels ils apportent une aide et c'est distribué dans le mois qui vient. Donc avant la fin de l'année, ces produits-là auront déjà été donnés aux personnes qui en ont besoin. Alors autre événement à noter dans l'agenda, le vendredi 2 décembre à 20h30 se tiendra un concert caritatif donc de la Banque alimentaire qui n'avait pas eu lieu depuis 2019 en raison des conditions sanitaires. Ça se passera à la salle Saint-Exupéry de Voipy avec la participation de 2 chorales. L'entrée est gratuite, mais c'est un autre concept qui est proposé. Oui, c'est un moment de fête, de détente, de convivialité, mais aussi de partage, puisque l'entrée de ce concert est totalement gratuite, mais en échange, on propose aux personnes qui viennent passer cette soirée avec nous d'apporter là aussi quelques denrées, des produits secs, du café, de la farine, des pâtes, du riz, des chocolats et des produits pour bébés. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des bébés qui ont des besoins alimentaires. Donc les personnes viennent avec ce qu'elles souhaitent donner, il n'y a pas d'obligation, on l'accueillera bien sûr avec grand plaisir, et là aussi
aussi, c'est partager très vite dans la semaine vers des associations caritatives qui sont nos interlocuteurs, parce que la banque alimentaire n'est pas en relation directe avec les personnes et les familles qui ont besoin d'être aidées. Nos partenaires, ce sont des associations qui elles-mêmes ensuite distribuent vers leurs bénéficiaires. En tout cas, pour ce concert caritatif, il n'y a pas besoin de réserver sa place. Je rappelle une dernière fois les rendez-vous. Grande collecte, donc c'est 25 et 26 novembre dans de nombreuses enseignes du secteur. Vous pouvez également faire un don en ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer sur monpaniersolidaire.org. Vous pouvez faire un don libre ou alors sélectionner des packs, comme vous voyez sur cette image. Deuxième rendez-vous, le concert solidaire à Voipy le 2 décembre. Merci beaucoup Étienne Stock. C'est moi qui vous remercie d'avoir partagé ce plateau et à bientôt. Qu'ont en commun la région Grand Est et le Québec ? Eh bien, une coopération depuis plus de 20 ans autour de projets d'innovation numérique ou encore liés à la recherche. Ce mardi 22 novembre, Jean Rotner, président de région, et Michel Boisvert, délégué général du Québec en France, ont signé à Metz-Blida une nouvelle convention pour 2022-2027 avec pour priorité l'enseignement supérieur, la jeunesse, l'économie ou encore la transition écologique, des domaines qui s'ajoutent à des projets déjà bien entamés autour de la bioéconomie, de l'hydrogène ou encore de l'agroforesterie. Merci de nous avoir suivis pour cette édition. Tout de suite sur Moselle TV, un nouveau Face à Face et la boîte à malice dès 19h. Très belle soirée et à demain pour une nouvelle édition.